Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le wargame à l'ancienne, le wargame bien de chez nous. Et là, pour le coup, c'est vraiment du wargame à l'ancienne parce que les mecs, on est en 1997. Pour cette deuxième partie du cycle des années collège, que j'ai appelé, donc un autre petit nom triptyque, ouvrez les guillemets, Games Day, décor en bois et stratégie en carton. C'était une période, disons, assez faste. Globalement, ça faisait pas loin de 2 ans qu'on avait le nez là-dedans, qu'on avait le nez dans Warhammer Battle. Évidemment, nous étions tous abonnés à White Dwarf et je vais peut-être commencer à parler de ça. Un peu rendre finalement hommage à cette institution terrible qu'a été White Dwarf. Honnêtement, ce magazine à l'époque était exceptionnel et je les ai encore tous. Et honnêtement, je les feuillette assez régulièrement. Ces trucs sont réellement une mine d'or. Je passe une petite dédicace d'ailleurs à Phil de 40K Wargamers TV, qui avec son ami Xavier de la Minute Warp ont ouvert une petite rubrique vidéo qui s'appelle Archéo Hobby, dans laquelle il passe en revue en fait les vieilles éditions des White Dwarf. Et je ne peux que vous encourager à regarder ces émissions-là. C'est un vrai régal. On redécouvre vraiment tout ce qui faisait le sel des White Dwarf de l'époque, c'est-à-dire les rapports de bataille complètement narratifs, l'énergie qu'il y avait finalement à transmettre du lore, mais du lore d'une immense qualité. Et il y avait des bonnes plumes tout simplement à l'époque. Donc White Dwarf, c'est un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à 40K Wargamers TV. C'est une chaîne YouTube très sympa où vous trouverez cette émission-là qui s'appelle Archéo Hobby et que j'aime beaucoup. Ça nous replonge vraiment 30 ans en arrière dans les White Dwarf du bon vieux temps. On voit à quel point ça a changé aussi. À l'époque, si vous voulez, il y avait un vrai White Dwarf France. Donc il y avait c'était pas juste de la traduction bête et méchante, il y avait un vrai effort éditorial et surtout une vraie plume dans les articles. Et donc avant tout, White Dwarf, c'était du lore. Vraiment, c'était immensément riche en lore. On est loin finalement du magazine. Quand on dit magazine, on s'imagine des photos à chaque page, des pubs. Non, White Dwarf, c'était incroyablement épuré et on avait des doubles pages entières de texte, quoi. Et naturellement, vous aviez toute la petite team créative de dessin également. Vous aviez des illustrations d'une qualité géniale. Bon, à l'époque, il y avait des méga pointures hein, entre Mark Gibbons, Dave Gallagher, etc. Il y avait, voilà, il y avait des énormes pointures dans le département dessin hein, chez Game Workshop. C'était fabuleux. Ces dessins nous ont tous fait rêver. Donc les White Dwarfs de l'époque, c'est simple, on était tous abonnés, on avait tous la gueule dedans et on se régalait. Hein. Vraiment, c'était un magazine exceptionnel. Les rapports de bataille étaient géniaux. Dans les rapports de bataille de l'époque, on ne parlait jamais de lancer de dés, de distance à mesurer ou de tests de commandement ratés. Si vous voulez, il n'y avait absolument pas la moindre allusion à une mécanique de jeu. Les mecs vous racontaient une vraie histoire. Et c'était foutrement bien écrit. Et ces histoires étaient accompagnées donc déjà de photos du champ de bataille, naturellement. Donc là, déjà, ça en foutait plein la vue. Hein. Vous aviez les décors, les tapis, les armées peintes par la team Heavy Metal. Enfin, c'était exceptionnel. Et vous aviez dans ces rapports de bataille les diagrammes. Donc c'était un peu en mode Photoshop d'il y a 30 ans. Vous aviez tout simplement le plan de la bataille. euh, Affiché géométriquement. Donc vous aviez des petits rectangles qui correspondaient en fait aux différents régiments qui étaient en jeu. Et donc toute la stratégie militaire était présente. Donc d'une part, c'était un récit fantastique. À chaque fois, les mecs, si vous voulez, ils s'emmerdaient à recréer une vraie bataille qui, en fait, aurait parfois des impacts sur le lore du jeu. Pour prendre un exemple, dans Warhammer 40 000, cette fois, mais le commissaire Yarick, il est né suite à un rapport de bataille publié dans White Dwarf, qui était, je pense, une guerre d'Armageddon, peut-être la première.
Mes souvenirs là sont trop flous, je suis désolé. Mais il y a des personnages comme ça qui sont nés des rapports de bataille de White Dwarf. Et donc dans les rapports de White Dwarf, finalement, on avait des protagonistes dont certains sont devenus quasiment légendaires, quoi. Je me souviens, il y a Jarvis Johnson, bien évidemment, Mike McVie aussi, ça allait devenir des personnages récurrents. Ils affichaient leur petite bouille là à l'entrée de l'article, du coup on les reconnaissait dans les numéros suivants. Et entre deux, il y en a qui devenaient chauves, il y en a qui se laissaient pousser les cheveux, tu vois, sur des années. Alors là, je parle, c'est vraiment étalé sur des années, tout ça. Donc, les rapports de bataille, c'était génial. C'était un récit de toute beauté, un vrai exemple de stratégie militaire et également des joueurs auxquels on allait finir par s'attacher. On allait finir par s'identifier à ces gars-là, quoi. Donc, notamment quand quelqu'un jouait votre propre faction. J'ai souvenir d'un joueur homme lézard qui s'appelait peut-être Daryl ou Darik. Jarwick, je sais plus. J'ai souvenir de ce mec-là qui me plaisait beaucoup, quoi. Il jouait bien Homme Lézard, son armée était magnifique. Donc, c'est des super souvenirs, quoi. Tout ça, c'est des souvenirs de lecture. Et à l'époque, le White Dwarf, on le lisait pas qu'une fois, quoi. Honnêtement, les rapports de bataille, je me souviens, j'y retournais, quoi. Des rapports de bataille que j'avais lus, bah, j'y retournais des mois, voire des années plus tard, et je me retapais ça, mais comme on se retape un bon roman, quoi, quelque part. Vraiment, grosse dédicace à White Dwarf, quoi. Ceux qui étaient White Dwarf à l'époque, avec l'équipe de White Dwarf France, le boulot qu'ils faisaient était vraiment au-delà de tout reproche, quoi. Tout le monde adorait White Dwarf. Et donc, naturellement, dans White Dwarf, vous aviez également les précieux conseils de peinture, les précieux conseils de modélisme et les galeries des figurines peintes par l'équipe Heavy Metal. Donc, c'était incroyablement précieux. C'était notre seule source d'information par rapport au hobby. La seule manière de s'informer de tout ça, c'était d'être abonné à White Dwarf ou de faire un petit tour au magasin Game Workshop. Il n'y avait pas d'autre moyen, quoi. Mais c'est vrai que c'était infiniment précieux. Maintenant, on se rend plus compte, quoi. Finalement, on est tous archi connectés à tout un tissu social qui tourne autour de ça. Je pense que tous autant qu'on est, on a des discords qui concernent nos associations, nos cercles de joueurs, les créateurs 3D, les peintres de figues, il y a les Patreons, il y a les réseaux sociaux, il y a Insta, il y a Facebook. Enfin, c'est incessant quelque part. C'est véritablement incessant. Et Game Workshop s'est totalement adapté à cette nouvelle époque. Donc vous voyez, maintenant, à chaque fois qu'il y a des nouvelles sorties de figurines, c'est simple, on vous tease un événement. Ensuite, il y a un compte à rebours. Oh mon Dieu, c'est vendredi pour le Las Vegas Open. Il y aura un event d'happening événementiel. Tu vois, on crée ce qui est à la mode, là, des events. Voilà. Maintenant, la sortie de figurines, c'est devenu un event. Il y a une couverture totale. Sur Twitch, il y a des lives de gars qui découvrent l'event. Donc là, bon, je suis sans doute trop vieux pour ces conneries, mais regarder des gens qui regardent ce que je suis censé regarder va te faire foutre 2024. Voilà, ça, non, je peux pas. Donc, voilà, tout ça pour dire que tout ça est devenu complètement hystérique. C'est énormément commenté, c'est énormément partagé. Ben, à l'époque, nous, on n'avait rien. Les nouveautés de figurines, tu les attendais dans ta putain de boîte aux lettres, quoi. Et à ce titre, j'ai des souvenirs de White Dwarf qui, justement, il n'y avait pas de teasing, là. On te disait, tu recevais ton White Dwarf, tu allais à la page nouveautés, et blanc, tu prends ça dans la gueule. Et j'ai des souvenirs, quelque part, de sorties de figurines qu'on a vues pour la toute première fois en ouvrant un White Dwarf. La Viper Eldar, le Falcon Eldar, le nouveau Land Raider. À l'époque, c'est des machins, on les a vus, on a pleuré, quoi. Vraiment. Notamment le Falcon Eldar. Je me rappelle, il est sorti en fin de Warhammer 40 000 V2. C'était incroyable. On n'avait jamais vu ça. Ensuite, on a vraiment eu la mâchoire qui s'est décrochée quand on a vu que le truc était entièrement en plastique. Jusqu'alors, en fait, même les véhicules étaient en métal, quoi, hein, ou alors des mélanges métal, plastique. Par exemple, un Rhino, il était de mémoire en plastique, mais le châssis Razorback ajoutait des éléments en métal à ce kit plastique. Enfin bref, là, on avait par contre un truc tout en plastique,
avec un design mais vraiment révolutionnaire. On perd un peu ça de vue, quoi, mais en termes de maquettisme, enfin plutôt de modélisme, un truc comme le Falcon Eldar, c'était une prouesse. Technologiquement, c'était une prouesse. Donc voilà, White Dwarf, c'était tout ça à la fois. C'était notre seul support, c'était notre seule source de récit, parce qu'il n'y avait pas de Black Library non plus. Mais White Dwarf, c'est pour ça qu'il était si généreux. Vu qu'il était le seul support mondial de toute la communauté, eh ben, il en faisait des caisses et on adorait ça. On adorait ça, quoi. C'était fait le plus sérieusement du monde. Donc, White Dwarf, génial. Moi, ça m'a suivi pendant toutes mes années, collège, lycée et même après. Je m'y suis jamais remis, étrangement. J'ai pas remis le nez dans un White Dwarf depuis que j'ai repris le hobby en 2020. Donc, très étrangement, ça, c'est pas passé. Peut-être que j'ai tort, mais c'est juste que maintenant, il y a tellement de jeux que je me dis, ok, en fait, si j'achète un White Dwarf, finalement, il y a peut-être une vingtaine de pages qui va m'intéresser. Je joue pas à Warcry, je joue pas à Blood Bowl, enfin, il y a plein de trucs auxquels je ne joue pas. Il y a tellement de jeux maintenant. C'est un peu difficile, donc peut-être suis-je dans l'erreur. Dites-moi si je suis dans l'erreur ou pas. Est-ce que vraiment je dois me réabonner à White Dwarf? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est aussi bien là que ce que moi j'avais à l'époque? Franchement, honnêtement, j'aurais du mal à le croire. J'aurais du mal à le croire. Mais bref, White Dwarf a animé toutes ces années de débutant, toutes ces années collège. White Dwarf était au cœur de tout ça. On l'amenait dans la cour de récré, on l'amenait en cours quand on se faisait chier, comme ça on lisait. C'était vraiment fabuleux. Et donc, ces années collège, donc, qui là on doit être en 97, on doit être à peu près à 2 ans de pratique de Warhammer Battle. Donc les choses sont devenues assez sérieuses, les armées deviennent vraiment sympas. Moi, mon armée d'hommes lézards, elle avait vraiment une gueule assez solide. Et finalement, la seule chose qui a changé un peu, qui est venu bousculer un peu tout ça, eh bien, ça a été le Games Day. Le premier, alors de mémoire, c'est 97, je n'en suis pas sûr à 100%, mais donc c'était le Games Day. De mémoire, sur la couverture, c'était un chevalier bretonien sur l'affiche de l'événement. Il y avait même une petite figurine exclusive, etc. Ça se passait à La Villette, à Paris. Honnêtement, c'était peut-être la deuxième fois de ma vie que j'allais à Paris. Donc j'y suis allé avec mon pote Gospel. On est allé à La Villette, on a passé la journée là-bas. Et oh putain, que c'était bien. Enfin, c'était Disneyland en fait. C'était la première fois qu'on se retrouvait finalement avec autant de gens autour de nous qui partageaient la même passion. Et il y avait tellement de choses. Donc il y avait le Golden Demon, donc il y avait un concours de peinture. Donc là, laisse tomber. Quand on a vu ce qu'il était possible de faire, mais on est devenu fou. On a dit mais comment en fait ils font ça? Comment ils font ça? J'ai souvenir d'un grand immonde de Nurgle qui avait été ensuite publié dans White Dwarf. Ah, c'était un champion en France, hein, il était assez connu. Il y a eu des noms assez connus finalement à l'époque qu'on a vu toutes les années qui suivaient. En France, on était plutôt bon en peinture. Et donc, bah voilà, ça a été ça. Hein, ça a été le Games Day, la grande messe du Warhammer français. Donc, naturellement, il y avait un shop dans lequel on s'est ruiné parce qu'ils avaient remis le couvert en mode 3 articles achetés, le moins cher offert. Et durant ce Games Day, il y avait aussi la première occurrence de Forge World. Forge World, on avait vu 2-3 trucs dans les White Dwarf précédemment, mais jamais de la vie on y a eu accès. Le commerce en ligne, à l'époque, t'oublies, hein, ça n'existe pas. À l'époque, c'était téléphone fixe, rien d'autre. On n'avait rien d'autre. Donc, le Forge World était venu en France. Donc, pour nous présenter, à l'époque, Forge World, c'était beaucoup de décors. Et là, on a vu les trucs, on a fait waouh, c'était fabuleux. Je me rappelle, Gospel s'était acheté une espèce de colline avec un cimetière dessus, voilà, pour faire un élément de décor pour sa table conte vampire. Et moi, j'avais acheté un petit élément de décor, homme lézard, qui était une espèce de ruine de temple avec de la végétation et tout. C'était fabuleux. Donc ça, c'était en résine. Ça a coûté très cher déjà à l'époque. C'était bien plus cher que finalement l'offre en métal de Game Workshop. Et donc, c'était la première fois qu'on découvrait ça. Mais il y avait très très peu de figurines à l'époque. Forge World faisait des... Il y avait, je me rappelle, quelques pièces. Par exemple, pour Warhammer 40 000, où en fait, il me semblait avoir vu des portes de rhino, des trucs comme ça. Il faisait déjà un peu d'accessorisation.
mais globalement, c'était beaucoup de décors, quoi. Donc on découvre ça, ça nous a vachement plu. Du coup, ensuite, on a été plutôt attentif à ce que sortait Forge World. Et il y avait aussi des dioramas, il y avait plein de vitrines avec des trucs fous dedans, il y avait des illustrations, des originales, quoi, des originales qui étaient exposées. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, quoi, qu'est-ce que c'était bien. Donc voilà, ça a été, notre premier événement, notre première sortie, hobbyistique, quoi. Donc c'était l'occasion, bah, de parler à pas mal de gens, hein. Évidemment, là, on rencontrait des gens, bah, sans non plus les revoir après. On pouvait pas vraiment rester en contact sans, voilà. Mais encore une fois, pas de réseau social, ni quoi que ce soit. C'est facile, hein, maintenant de rencontrer des gens. À l'époque, c'était plus chaud, quoi. Mais bref, ce Games Day, vraiment, c'était, super. Ça nous avait marqué, vraiment beaucoup. Et la même année, on a participé à un deuxième événement qui a été la braderie de Lille, durant laquelle finalement le magasin Warhammer, de Lille faisait une opération spéciale. Donc c'était exactement le même genre de promotion. Là, tu avais une boîte gratuite quand on achetait 3. Et là, ça a été l'hystérie. Déjà, la braderie de Lille, c'est un événement, mais putain, là, si t'es agoraphobe, t'oublies, hein, parce que tu n'avances pas, tu es dans un événement en fait tellement, blindé d'humains que parfois tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Donc, c'était vraiment physique. Moi à l'époque je mesurais 1,40 m quoi, c'était chaud. C'était chaud quoi. Et bien on a fini au magasin Warhammer de Lille où là pour la première fois on a vu en fait l'espèce d'hystérie commerciale qui potentiellement pouvait exister, chez la clientèle Game Workshop. C'était réellement blindé. Alors, on a fait la queue un temps fou et c'est là où, j'ai acheté, bah, mes premières figurines de Warhammer 40 000. Donc Warhammer 40 000, eh bien, on était en V2. On était en V2. Moi, j'avais acheté quelques codex, tout simplement, parce que je commençais à m'intéresser au truc. Notamment, c'est là que j'avais découvert le codex Ange de la Mort, dont je vous ai parlé dans le Faction Focus, Blood Angel, et également le codex Eldar. Et pareil, ces codex, je les ai défoncés. Le lore était, oh, qu'est-ce que c'était cool, quoi. Et surtout, ces livres d'armée de l'époque, ces codex, ils étaient généreux, mais c'était vraiment insensé, quoi. Finalement, la partie règle d'un livre d'armée ou d'un codex, elle devait faire, mais à peine un cinquième du contenu. Vraiment, hein, c'était très, très réduit en termes de nombre de pages. La partie principale concernant les règles, du codex ou du livre d'armée, bah, c'était tout simplement la datasheet. Comme j'ai pu le dire précédemment, les règles spéciales, et cetera, tout ça se retrouvait plus dans les livres de règles de base à l'époque. Les codex étaient globalement assez dépouillés. Tout le monde jouait finalement avec les mêmes règles. Il n'y avait pas de règles qui enculaient l'autre, comme on a pu le voir dans les versions V8, V9 de 40 000. Le noyau de règles était vraiment figé dans le marbre, et ensuite les codex venaient juste ajouter des datasheets, mais qui jouaient à ces règles, comme toutes les autres factions. C'était donc les livres d'armée et les codex, c'était des mines d'or en termes de lore, de fluff, c'était exceptionnel. Et naturellement, bah, moi j'ai commencé putain, Warhammer 40 000 V2, ça commençait à me titiller, mais j'avais bien conscience qu'une nouvelle version devait arriver dans pas longtemps, donc je me suis dit, on va pas procéder à l'achat d'une boîte de base maintenant. Donc la boîte de base de 40 000 V2, c'était, ah putain, elle était bien régressive, hein, celle-là. Il y avait que des Space Marines absolument tous pareils. Donc le Space Marine du régiment à 75 francs et des orques et des Gretchen également qui étaient tous pareils. Et on avait un Dreadnought orc, mais en fait c'était un carton. On aurait dit un sous-boc. Donc c'était une espèce de sous-boc sur un petit support en plastique où était dessiné dessus un Dreadnought. Donc vous pouviez jouer un Dreadnought en forme de sous-boc. Voilà, c'était la gitanerie quoi. On faisait avec les moyens du bord. Les parents devaient être contents, voilà, c'était moins cher, hein, tu joues à un Dreadnought en carton. Il est mieux que le Dreadnought en métal, chérie, tu devrais en rester là. Bref, Bref, Warhammer 40 000 V2. En vrai, dès le début, moi, je me suis plongé dans Battle parce que c'était le jeu le plus célèbre, le plus couvert, etc. Mais à chaque fois que je tombais sur un article de Warhammer 40 000, naturellement, la magie opérait tout autant, quoi. C'est juste qu'à l'époque, je ne pouvais pas mener 2 projets d'armée en même temps, c'était financièrement impossible. Donc la consigne, c'était de finir mes hommes lézards, de finir de les monter et de finir de les peindre. Et à ce titre,
il y a eu également la création de décors, qui a commencé à naître. Donc Warhammer 40 000 V2, c'était un peu en gestation. J'avais acheté, lors du Games Day, lors de la braderie, quelques figurines d'Eldar. Je me rappelle, j'avais acheté quelques blisters de guerriers aspect parce que j'adorais ces figurines, donc je les ai toujours d'ailleurs. Des araignées spectrales, des scorpions, des aigles chasseurs. J'avais acheté, une petite figurine de capitaine, Space Marine également. Bref, il y avait quelque chose qui s'opérait clairement, mais c'était pas encore l'heure. C'était pas encore l'heure, quoi. Warhammer 40 000 V2, ce serait pour plus tard. Et bah, du coup, plus tard, ça voulait dire la V3. Et donc, plutôt que de partir vers autre chose, on s'est mis finalement à finaliser nos projets Warhammer Battle. Et moi, donc là, j'étais à la tête vraiment d'une belle armée homme lézard. Il faudra encore attendre 1 an et j'atteindrai une armée d'hommes lézards entièrement en métal. J'ai réussi à faire ça. C'était franchement l'exploit de ma vie à l'époque. Donc j'avais une grosse armée full métal d'hommes lézards. J'avais 20 lanciers Saurus, j'avais 20 Saurus avec des masses d'armes, j'avais 20 gardes des temples, j'avais déjà 3 énormes unités de Saurus en métal. Ils étaient excellents. Et ensuite, je m'étais amusé à acheter tous les skinks délotés en métal, certains avec des arcs, certains avec des javelots. Et eux, du coup, on les jouait en formation de tirailleurs où on pouvait les jouer également en unité avec des Croxigors en leur sein et des Croxigors idem, j'en avais 3, j'avais 2 salamandres, enfin bref, et j'avais fini bien sûr par acheter un Stégadon. Donc finalement, j'avais toutes les entrées du livre d'armée Homme Lézard qui existait à l'époque. Dans le livre d'armée, on avait également le Seigneur Croc et le Seigneur Mazdamundi. Mazamundi ou Mazdamundi, je ne sais plus. Mais à l'époque, c'était assez récurrent que dans les livres d'armée, on ait des entrées, bah, finalement, dont on n'a jamais vu les figurines. Par exemple, dans le codex Eldar en V2, vous aviez tous les harlequins. Et tout ça, donc avec un lore détaillé, des règles détaillées, tout ce qu'il fallait pour jouer. Et les figurines, bah, on les a jamais eues. Donc c'était assez courant à l'époque dans les livres d'armée. Ils ratissaient tellement large que je pense qu'ils n'avaient pas le temps de sortir toutes les figurines. Donc voilà, le but c'était de finir Warhammer Battle. Et donc pour finir Warhammer Battle, bah, un moment, dans un White Dwarf, il sort un article. Comment j'ai fabriqué ma cité homme lézard. Là je fais What? What the fuck? Enfin, en gros, le mec, il avait fait tout un village très typé du coup, voilà, Maya, Aztèque, où il avait fait bah, ces espèces de temples à marche, là, ces espèces de vastes pyramides à grande marche. Il avait tout fait lui-même. Donc c'était des blocs de granit sur lesquels étaient sculptés des espèces d'icônes, bah, de serpents à plumes, hein, de trucs comme ça, envahis par la végétation. Et donc ce White Dwarf, sur une dizaine de pages, vous expliquait tout ce qu'il fallait faire pour faire pareil que lui. Et ben j'ai tout fait. Là, tout simplement, je me rappelle, c'était les grandes vacances 98. Et bien, durant ces grandes vacances 98, j'ai passé 2 mois à bâtir ma cité homme lézard. Donc j'avais construit un énorme temple, j'avais construit plein de petites habitations à mettre autour, j'avais fait des armes et j'avais également fait les bassins de frais dans lesquels naissaient les hommes lézards. Et donc là, c'était... Oh là là, je garde une nostalgie assez terrible de ça. J'étais sur la table de ma salle à manger. Les copains venaient passer voir assez souvent là où j'en étais. Et donc voilà, je me souviens de toutes les étapes. Déjà, les socles de contreplaqué, les dalles finalement empilées de polystyrène qu'on coupait au cutter, ça faisait un bruit absolument démoniaque. Une fois qu'on avait la forme des pyramides, des maisons, on les enduisait avec du plâtre de modélisme. Ensuite, j'avais acheté du milliput pour créer les sculptures qui allaient orner le temple. Donc je me suis amusé à faire des têtes de grenouilles avec des boucles d'oreilles, des têtes de tricératops, des serpents avec des plumes dans le cul. Enfin, c'était la folie. C'était Rio de Janeiro, mais en mode Jurassic Park, tu vois. Et ensuite, il fallait commencer à fabriquer la végétation. Donc, on prenait du fil de fer qu'on enroulait dans une forme de manière à faire un tronc avec des branches.
on recouvrait de scotch de modéliste, on enduisait le truc avec de la colle PVA et du sable pour créer une structure durcissante, et ensuite on peignait tout ça, brossage à sec, les feuilles des palmiers, on les coupait dans du carton, peinture verte, vernis brillant. Ça a été finalement ma première grande aventure en modélisme. Sincèrement, c'est le plus gros truc en modélisme que j'ai fait à l'heure actuelle. Et 30 ans plus tard, je suis en train d'assembler un Titan Warlord. Voilà, il y a ces deux extrêmes-là. Mais oh là là, je garde un souvenir ému de ça. J'y ai mis réellement une énergie dingue. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Les voies pavées qui passaient entre les maisons et le temple, c'était des petites dalles en carton que j'ai découpées une à une, qu'ensuite je fissurais avec des coups de cutter. Voilà, ensuite il y avait tous les types d'enduits différents. J'avais mis du plâtre très liquide pour faire de la boue, que j'ai ensuite peint en marron avec du vernis brillant pour faire un effet mouillé. Il y avait naturellement tous les types de textures avec du sable, des copeaux de bois, du liège que je réduisais en bouillie là. C'était la putain d'aventure. Et du coup, à l'issue de ça, et finalement nous arrivons à la fin des années collège, eh bien, avant d'aller au lycée, j'avais ça sous les yeux. J'avais ma cité homme-lézard entière et mon armée homme-lézard entière, full peinte dessus. J'ai des photos de ça, je pense, qui traînent chez mes parents. Ça pourrait être rigolo un jour de les publier sur les réseaux. C'est une folie. J'ai un peu vendu quelques décors, mais il me reste, je pense, le grand temple homme lézard qui doit dormir quelque part dans le grenier de la maison familiale. Un jour, il sortira, je pense. Et là, quand je vais le contempler, je vais me dire, mais putain, quelle horreur. Enfin, t'as fait de la merde, quoi. Mais honnêtement, du haut de mes 14 ans à l'époque, oh là là, mais j'étais fier comme un dieu, quoi. Et c'était un sentiment d'accomplissement de ouf. C'était 2 mois de travail d'un petit collégien qui a consacré ses grandes vacances à la construction d'une grande cité homme-lézard. Et c'est ce qui conclut finalement les années collège. Donc les années collège, c'était la découverte, les copains, White Dwarf, Warhammer Battle, les premières manifestations publiques liées à ça. Que de souvenirs, les amis, que de souvenirs. J'en garde vraiment un souvenir ému. Je vous ai retransmis ça naturellement pêle-mêle, complètement pêle-mêle même. Certaines dates, je ne suis même plus sûr de mon coup. Le premier Games Day en France, je ne suis pas sûr. Bref, tout ça ne viendra pas finalement entraver la petite émotion qui luit au coin de mon œil en vous évoquant ces années fabuleuses, ces années finalement où on était connecté à rien, sauf à nous quelque part. Nous, entre nous, nos petits copains là, on était très connectés. Et donc mes joueurs, mes copains joueurs historiques de Warhammer Battle, Hub et Gospel, eh bien maintenant nous avons 40 ans et nous sommes toujours autant copains et nous parlons toujours autant de Warhammer. N'oubliez jamais que ce hobby, c'est autre chose que des figurines, c'est également tisser des liens d'amitié qui peuvent potentiellement être indestructibles, du moment que vous jouez pas méta. Si vous jouez méta, des amis, vous en aurez pas beaucoup. Donc voilà, les gars, on se détend du gland, on retourne à ce qu'est le wargame bien de chez nous, le wargame de l'amitié, le wargame du saucisson, le wargame de Warhammer Battle et le wargame des belles années, de l'enfance et des souvenirs. Et voilà, on termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi c'est une soirée, donc je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, on se retrouve du coup bientôt pour un 3e épisode de Il était une fois mon hobby, et cette fois nous allons entrer de plein fouet dans les années lycée. Donc les années lycée, les râteaux des meufs parce qu'on a trop de boutons sur la fifouille, et naturellement Warhammer 40 000 V3 et la moyenne générale en cours qui a tendance à baisser de 2 points parce que on joue de plus en plus souvent, quoi. Tout un programme. À plus tard les gars, portez-vous bien.